Écoutez, c'est un bonheur de vous retrouver pour notre première petite librairie source. Vous voyez, on plagie l'émission La Petite Librairie de Buñuel, mais pourquoi pas? Et on ose tout à source, hein. Voilà. Et euh, pourquoi cette petite librairie? Parce que c'est vraiment important de faire connaître les livres nouvellement parus de notre communauté. Et alors là, trois livres vont être à l'affiche. Le livre de Marie-Noëlle Baudron, Les ressorts cachés de la relation d'aide pour une pratique de la consultation, le premier livre. Le deuxième livre, ça sera le livre de Martine Barbeau et de Claire, qui iront de la blessure à la résilience. Et ensuite, Samuel nous parlera de l'itinéraire d'un astrologue humaniste sur la route illuminée. D'accord? Donc, on va peut-être maintenant donner la parole à Marie-Noëlle, notre première personne. Donc, je vous ai présenté mes trois interlocuteurs et chacun va pouvoir, peut-être, on va donner la parole à Marie-Noëlle, dont c'est le premier livre. Marie-Noëlle, si tu veux bien, et si tu veux bien répondre à mes questions. Tout à fait, Catherine. Alors, tu as écrit un livre avec un titre tout à fait singulier, Les ressorts cachés de la relation d'aide. Non, de la consultation. Pardon, excuse-moi, les ressorts cachés de la consultation pour une pratique, les ressorts cachés de la relation d'aide, les ressorts cachés, non, le titre de ton livre, c'est Le ressort caché de la consultation pour une pratique de la relation d'aide. Alors, il suggère une dimension euh, secrète dans la pratique de la consultation astrologique. Pourrais-tu nous en dire plus concernant le titre de ton livre, qui est bien singulier? Oui, merci, Catherine. Donc, en fait, ce livre, c'est le fruit d'une réflexion de plus de 30 ans sur la spécificité de la consultation astrologique. En fait, j'ai voulu observer ce qui se passe chez l'astrologue et le consultant avec le plus de franchise et d'objectivité possible. J'ai essayé de me mettre successivement à la place de ces deux positions à un niveau intérieur. En fait, connaître les ressorts cachés de la consultation permet de mieux l'utiliser en tant qu'outil de relation d'aide. Il y a des processus conscients et inconscients chez l'un et l'autre. Par exemple, l'astrologue a un travaille avec un outil qui lui échappe en partie. En effet, les symboles qu'il utilise ont de multiples significations. Comment vont-ils agir? L'astrologue se pose beaucoup de questions et le consultant n'en a que partiellement conscience. Alors, c'est un livre qui est destiné au grand public et aux étudiants en astrologie. Aux étudiants, évidemment, pour approfondir leur pratique. Et au grand public, j'ai voulu donner des clés afin de ne pas se laisser déstabiliser par des interprétations impressionnantes du thème. Se laisser trop ébranler par les présages négatifs. Et bien sûr, comprendre les véritables atouts uniques de la consultation astrologique. Mais en t'écoutant, je me disais une chose, y a-t-il pas des points, n'y a-t-il pas des points communs entre toutes les consultations médicales, juridiques, par exemple? Tout à fait. Alors, consulter un professionnel, c'est rencontrer quelqu'un qui en sait plus que vous dans un domaine. Alors, pour le Bien dictionnaire, sûr. consulter signifie donner un avis, des informations, des conseils. C'est une position qui est asymétrique, en fait, parce que celui qui conseille détient un pouvoir. Un psychiatre allemand, Guggenbull Craig, a écrit un livre, Pouvoir et relations d'aide. Je pense que Pouvoir c'est et relation d'aide. Ah oui, qui est génial ce livre, un oui. titre très évocateur
qui montre qu'il y a toujours dans la relation d'aide un pouvoir. Et lui, il dit qu'il est présent chez les enseignants, chez les travailleurs sociaux, dans les métiers de santé, et évidemment chez les psychologues, chez les astrologues, etc. Ce, ce pouvoir entraîne des non-dits volontaires de la part du consultant. Des non-dits pour regagner du contrôle, se protéger, protéger les siens, ne pas être jugé. C'est normal. Mais ces non-dits peuvent fausser la pertinence des conseils donnés. Ah, c'est sûr, oui. Et alors, le consultant, de son côté, peut aussi être inquiet par rapport à ce que l'astrologue va lui apprendre, par exemple. Oui, Est-ce que tu ne crois pas ça? tout à fait, Catherine. Ce que je vais peut-être développer un peu plus, c'est la différence avec la consultation médicale ou juridique. En premier, en effet, la consultation astrologique, elle concerne tous les choix de la vie. On peut avoir un consultant qui vous pose des questions sur le choix de sa future habitation, sur son entente conjugale, sur le sens de sa vie, etc. Donner une réponse appropriée dans tous ces domaines n'est pas facile. Il faut une expertise. L'astrologue s'appuie sur un référentiel imprécis, sans consensus. Le médecin, lui, s'appuie sur des références scientifiques reconnues, le juriste sur des textes de loi. Donc l'astrologue va s'appuyer sur un choix d'interprétation qui dépend d'écoles, de courants d'astrologie différentes. Il a une position un peu inconfortable parce qu'il doit faire des choix et que le consultant, encore une fois, ne le sait pas. Alors, tu as raison, le consultant peut être inquiet par rapport à ce que l'astrologue va lui apprendre. Alors, il est inquiet des informations que donnent les astres le concernant. Inquiet de deux choses, peut-être en premier du portrait que l'astrologue va lui offrir. Est-ce un portrait qui lui convient, qui est suffisamment valorisant ou non? Il est en fait surtout inquiet des prédictions concernant son avenir. En cela, pour moi, je distingue vraiment l'interprétation et la consultation. En cours d'astrologie, par exemple, eh bien, on peut tout dire sur un thème, on peut tout dire ce qui ressemble à une hypothèse d'interprétation technique, mais c'est impossible de le faire en consultation. C'est Arroyo qui disait, n'oubliez pas que vous parlez d'une personne et pas d'un thème. Mhm. Et alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le sous-titre de ton livre, Pour une relation d'aide. Tous les astrologues n'ont-ils pas ce désir d'aider leur consultant, en fait? Ben, tout à fait, je pense que la très grande majorité des astrologues ont le désir d'apporter un éclairage utile à leurs consultants, à transmettre ce qui personnellement les a aidés dans la vie. Mais ce n'est pas si simple parce que c'est un exercice délicat, subtil. Par exemple, le consultant va attribuer à l'astrologue un savoir occulte. Il décrypte les messages célestes. Or, l'origine de ces messages altère la façon dont ils sont reçus, entendus. Donc, comment utiliser l'astrologie pour réaliser une consultation vraiment bénéfique pour le consultant? C'est une question difficile. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des risques de malentendus dans ce que tu dis là. Absolument, il y a des risques de malentendus, d'autant plus que nous écoutons tous à travers le filtre de nos peurs, nos désirs, nos croyances, souvent sans en faire part. Et donc, il y a une résonance avec ce que nous pensons déjà, en fait. Il y a une autre résonance avec les paroles de nos parents, des éducateurs qui nous ont
qualifiés, qui nous ont décrits, qui parfois ont prononcé des mots difficiles, des mots durs à notre égard. Et on peut, et évidemment, le consultant peut se souvenir de ces paroles. Et donc, ce que nous disons, entrer en résonance avec son passé, en fait. C'est un impact qui est sous-estimé, d'autant plus que l'on parle au nom des astres. Oui, oui. Et alors, tu parles d'envisager, c'est ce que tu viens de dire, la consultation comme outil de médiation, donc avant tout bénéfique. Quels sont les principaux atouts de la consultation? Voilà, alors je développe longuement cette question dans mon livre. En fait, les atouts sont très nombreux. Là, j'ai parlé des limites en premier. Je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, quelque chose qui n'est pas évident, c'est tout simplement le rôle de l'écoute, une approche bienveillante. Souvent, les consultants disent Ah, ça m'a fait du bien de vous parler. Je pense que, enfin, les psychologues savent bien que une écoute sans jugement de quelqu'un qui essaye de vous comprendre, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Bon, cela dit, on ne va pas voir un astrologue simplement pour être écouté. C'est un autre cadre. Donc, au niveau de l'aide psychologique à travers le thème astrologique, je pense que un des mots-clés, c'est le mot renforcement. C'est-à-dire que l'astrologue, il va renforcer la confiance en soi, la croyance en les capacités, les forces, les talents, en fait, de son consultant. Par exemple, en orientation professionnelle, il va donner les différents métiers que la personne serait susceptible de faire. Et déjà, parler de métier signifie que la personne a des talents, des compétences. Et comme on a dit, ça ne vient pas simplement de l'avis de l'astrologue, mais c'est un message entre guillemets céleste. D'autre part, évidemment, l'astrologie donne des clés pour comprendre notre trajectoire de vie sur un plan psychologique et ou spirituel. Elle permet de mieux nous comprendre nos états d'âme et ceux de nos proches. Elle met en lumière nos conflits intérieurs et propose au consultant de lire sa trajectoire à travers une autre temporalité que celle qu'il connaît. En fait, il lui propose une horloge qui est à la fois cosmique mais aussi personnelle. On pourrait dire que l'astrologie a un pouvoir dynamisant qui propose d'autres images pour nommer la réalité, ouvre une fenêtre pour nous tirer hors de nos pensées négatives. L'astrologie donc D'accord. affirme l'inscription du sens de notre existence dans le cosmos et pour moi, indépendamment de toute référence spirituelle, cette force du recours à l'irrationnel peut nous redynamiser. Voilà. Et dernière question, peut-être, comment ton parcours personnel t'a amené à écrire ce livre? Alors, en résumé, j'ai rencontré l'astrologie à 21 ans à travers les livres et puis surtout à travers mon premier professeur, Marguerite de Surany. C'était une femme qui était très originale et très généreuse d'ailleurs parce que quand on allait à ses cours, il y avait une tirelire et on mettait ce qu'on voulait, elle ne regardait pas, vous voyez. Donc ça durait 3 ans. À raison d'un cours par semaine, on pouvait venir comme on voulait, soit l'après-midi, soit le soir, c'était très libre. Marguerite de Surany, elle enseignait en même temps la graphologie. Donc j'ai appris ces deux techniques ensemble. Au bout de 3 ans, elle est partie au Baléares y vivre. Et elle a transmis son école à 3 personnes. Marie-Thérèse de Longchamp, que peut-être certains connaissent, qui était sa sœur, et Philippe Blaiseau, ainsi que moi-même. Donc en fait, je me suis retrouvée à 24 ans à enseigner l'astrologie avec seulement Oui, c'est vrai. 3 ans
d'astrologie, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, j'ai ressenti vivement le besoin de me perfectionner et j'ai évidemment beaucoup lu et pris des cours particuliers sur donc l'astrologie de Barbeau, André Barbeau, l'astropsychanalyse, difficile de tout citer, Jacques Berton et aussi Alexandre Ruperti. On a eu la chance, Catherine, d'assister pendant 3 ou 4 ans Absolument, à bien ces sûr, cours, bien sûr. hein. Et l'astrologie humaniste, c'est vrai que ça m'a vraiment profondément touchée. Mais arrivé à 29 ans, donc retour de Saturne, je me suis dit, il faut encore approfondir ma connaissance de l'être humain parce que ce n'est pas suffisant. Donc, je me suis inscrite à Paris 7 en fac de psychologie et donc j'ai passé mon diplôme de psychologie clinique et de psychopathologie. Et là, donc en même temps, je me suis inscrite à la Société française de graphologie, dont j'ai passé le diplôme, et qui me paraissait, excusez-moi, beaucoup plus performante que la première école que j'ai eue. Et donc tout ceci m'a conduite à travailler dans le service public comme psychologue, où j'étais responsable d'un point écoute jeune pendant 15 ans, de jeunes adultes en grande difficulté. Et là, je n'avais ni leur thème, ni leur écriture, ni leurs coordonnées de naissance, rien. Donc, c'était la première fois où j'étais obligée de me débrouiller sans les outils précédents que j'avais. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible d'aider, d'accompagner quelqu'un en référence. C'est le propre du psychologue à son histoire, ses émotions, ses valeurs, ses désirs, ses peurs, etc. Et, euh, et donc, parallèlement, je continuais à donner des cours d'astrologie, mais j'ai eu une grande prise de conscience, un dilemme. Je me suis dit, est-ce que on peut être à la fois astrologue et psychologue? Parce que l'astrologue, il va délivrer un message qui se superpose à la vie du patient, enfin du consultant, tandis que le psychologue, lui, il ne sait rien du tout sur son consultant. Donc, je me suis demandé si c'était compatible. J'ai plusieurs amis psychologues qui ont délaissé l'astrologie. Moi, à vrai dire, j'étais trop passionnée par l'astrologie pour laisser tomber. Et surtout, l'astrologie m'avait tellement aidée dans ma vie pour me comprendre, pour comprendre les autres, que je ne pouvais pas non plus abandonner. Et il s'est trouvé que en 97, Solange de Maynel m'a proposé de rentrer à Agapé dans son école. Et là, si j'ai accepté, c'est qu'elle m'a dit, bah, tu fais les cours qui te plaisent, qui te font plaisir, qui correspondent à ce que tu aimes faire. Alors, c'était vraiment idéal. Donc, en 98, je lui ai proposé d'ouvrir un cours de préparation à la consultation, à la fois dans un domaine, dans le côté théorique et pratique, avec également des, des analyses des thèmes des participants. Et j'ai continué jusqu'au bout, donc, et ça a vraiment nourri ma réflexion. Et d'ailleurs, ce livre comporte une partie du cours que je donnais à Agapé. Voilà. Donc, en fait, je suis très heureuse d'avoir pu mener jusqu'au bout cette réflexion et d'avoir concilié en fait ces deux approches en me rendant compte que l'astrologie et la psychologie, ce sont deux registres différents, deux registres qui sont complémentaires, qui chacun peuvent apporter quelque chose. J'ai choisi de mon côté d'avoir une pratique séparée, c'est-à-dire que mes patients, je ne leur demande pas leur date de naissance, mais ça, c'est volontaire, à vrai dire, c'est mon choix personnel.
Quand au bout de, très souvent de 2 ou 3 ans, j'ai l'occasion d'avoir leur thème parce qu'ils me disent, ah ben hier c'était mon anniversaire, je suis née à tel endroit à telle heure, bon, je ne dis rien mais je montre le thème. Évidemment, je me félicite très souvent de ne pas avoir eu le thème. Curieusement, parce que ça m'a obligée à me concentrer à 100% sur ce qu'ils me disaient sans a priori. Voilà. Bon, c'est ma position, c'est mon choix, hein. Voilà, donc un petit peu mon parcours. Merci Marie-Noël pour ton authenticité dans la description de ton parcours. Et je vous encourage vraiment à lire le livre de Marie-Noël. J'ai eu la chance d'en lire l'avant-première, enfin de lire le livre. Vous verrez qu'on y voit beaucoup de richesse, beaucoup de profondeur, et c'est une réflexion tout à fait inédite sur la consultation. Est-ce que ça a éveillé en vous des questions? J'ai juste une petite chose à ajouter au Alors, niveau, Martine, oui, une petite chose à ajouter qui va dans le sens de la consultation, parce que à Agapé, voici 30 ans, nous avions décidé d'un commun accord avec les professeurs d'alors. À l'époque, c'était Joël de Gravelaine, il y avait Catherine Aubier, il y avait Solange de Mayennel, Aline Gori et moi-même. Et nous étions 5 à avoir la prétention de faire un ouvrage collectif sur la consultation, justement. Et ce qui m'a étonné, alors, il y avait une psy qui était là et qui analysait notre manière. Il y avait plein de questions, comment vous prenez un rendez-vous, comment vous procédez face à un thème, etc., etc. Et j'ai eu simplement une réflexion, j'étais hyper étonnée parce que Marie-Noël, tout à l'heure, disait il peut y avoir de plusieurs orientations, etc. Nous avions la même, c'est-à-dire nous faisions de l'astrologie psychologique. On Eh oui. enseignait la psychologie agapée. Donc nous étions tous dans la même mouvance. Et pourtant, quand on écoutait on racontait des consultations, c'était analysé par la psy, je trouvais ça absolument génial. Et je me disais, mais comment c'est possible que telle personne, tel collègue, puisse avoir ce type de client que de ma vie, je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais. Ça veut dire que déjà, en ça casse fonction pas de la ce vie. que nous sommes, nous véhiculons un certain type de personnes. Et à un moment donné, je me suis amusée à faire des statistiques et je me suis rendu compte que parmi ma clientèle, j'avais 75, si c'est pas 80% de personnes qui avaient Lune Saturne, comme je l'ai à l'ascendant ou Soleil Oui, Pluton, oui, parce que oui. voilà. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Et alors, est-ce que ce Qui livre est est sorti, Mais non, il n'est Martine? pas sorti pour. Je te raconterai pourquoi, mais je ne vais pas le dire Euh, devant tout le monde, mais c'est dommage. C'est ouais. dommage parce que moi j'avais tout mis sur cassette, j'avais tout enregistré, mais ça a été. Je ne me suis pas permis de le faire sans l'autorisation de la directrice. Voilà. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est là ce Mhm. que tu dis, Martine, ça me touche beaucoup. C'est-à-dire, il faut dans la vie continuer à effectuer un travail intérieur parce qu'on a la clientèle qui nous ressemble. Que l'on Et mérite. plus on est allé loin dans la compréhension des ressorts cachés, enfin de qui on est vraiment, plus on ne peut accompagner l'autre que là où on est allé nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Et il y a Oui, il cette y a une chose-là. longueur d'onde, oui, oui, il y a une même type de problématique qui fait qu'on se comprend. Voilà. Et comme c'est un Oui, bouche à oreille qui fonctionne, eh bien, les amis des amis se ressemblent. Tout à fait. ouais. Oui. Et alors, il y a Marie-Pascaline qui demandait quel est l'éditeur. L'éditeur, c'est lulu.com, hein, c'est ça, C'est Marie-Noël. ça, et d'ailleurs dans l'onglet Actu de source, Bien sûr, vous le on trouverez dans peut, l'onglet ouais, Actu de source. Vous pourrez acheter le livre de Marie-Noël, le livre de Samuel et bientôt le livre de Martine quand il sera en vente. Hein. Alors, ouais. y a-t-il d'autres questions? Par exemple, Christian, qui est psychiatre, est-ce que tu aurais des questions à poser à Marie-Noël? Est-ce que tu te Euh, sens sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il y a ça a oui, suffi? ben,
je comprends évidemment très bien ce que dit Marie-Noël. Après, évidemment, il y a une positivité qui est voulue, souhaitée, qui oriente l'interprétation et peut-être le renvoi qui est fait au consultant. Euh, le psychiatre est plus insiste parfois, je ne vais pas dire sur les points qui peuvent être négatifs et qui peuvent être source d'interrogation chez le consultant. Malheureusement, ces points suscitent souvent des mécanismes de défense Ah ben oui, oui. et ces mécanismes de défense doivent être analysés et c'est là un élément très important qui peut apporter à l'astrologie une autre approche. Mais bon, Oui, oui, c'est très intéressant. Les mécanismes de défense dans le thème étant essentiellement les carrés, enfin, sont lisibles dans le thème. Et quand on les voit à l'œuvre, c'est toujours intéressant. alors, Hmm. oui, mais je pense qu'il y a aussi des réceptions mutuelles, par exemple, pour Oui, parler oui, oui, d'astrologie, qui peuvent être très bloquantes également oui, oui, absolument, oui. et même source de déni. Oui, 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 Ouais, oui, c'est bien sûr. intéressant. Ouais. C'est intéressant. Il y a d'autres réflexions qui vous viennent avant de passer à notre deuxième livre? Bon, bah écoutez, merci Ok. beaucoup Marie-Noël, hein. Et naturellement, vous retrouverez Marie-Noël le 7 mars lors du congrès où tu parleras de la consultation, hein. Il y aura Et euh, le sens psychologique dans la consultation, et Samuel parlera du sens spirituel. du sens spirituel dans la consultation, Oui. puisque vous savez que nous parlons euh, dans le congrès, il y aura beaucoup de duos, c'est l'innovation. Uranus en Gémeaux oblige. Alors, il y a Emma qui posait une question ou qui faisait partie. Merci beaucoup, très pertinent. Bon, bah écoutez, on va passer à la deuxième livre et puis après on se retrouvera ensemble pour les trois livres. Alors, le deuxième livre qui va être présenté, c'est le livre de Martine et Claire. Alors, Martine, es-tu là? Oui, nous t'avons déjà vu. Elle est là. Et alors, Martine, tu vas parler de Chiron, de la blessure à la résilience. Et c'est marrant, j'avais envie de commencer euh, à te poser des questions en te remémorant notre travail. Tu te souviens, nous avons travaillé ensemble le livre La mémoire ancestrale et on avait déjà pointé ensemble l'importance de Chiron, particulièrement dans le thème de Camille Claudel. Et aussi, comme peut-être tu as envie d'en parler, dans l'approche transgénérationnelle de Chiron dans le thème d'Hemingway, par exemple. Oui, oui, non, c'est vrai que... Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, entre parenthèses, Catherine, quand tu es venue me voir euh, pour, euh, pour proposer que nous fassions un ouvrage en commun, eh bien, Oui, je me souviens de ce moment-là. j'étais au cycle de Chiron au fond du ciel. Et Ah, je me suis mis à faire du transgénérationnel, ça s'invente pas, ah ouais. grâce à toi et avec toi. Et je ne savais pas à l'époque, j'avais pas du tout pensé au cycle de Chiron, je l'ignorais même carrément. Mais oui, mais tu te souviens même, on était très critiqués à cette époque-là quand on Oui, parlait oui. de Chiron, Oui, oui, bah quand oui, j'avais c'était fait cette... encore tout nouveau et puis c'était un peu sur comment dire, sur le fil, ça n'avait pas été encore véritablement cherché, mais effectivement, d'ailleurs tu m'as dit il n'y a pas si longtemps, il faudrait qu'on voit en transgénérationnel Chiron, parce qu'effectivement, il fait partie de la blessure, ça va de Alors, soi. je le vois maintenant systématiquement, Ah oui, Chiron, dans mais le maintenant aussi. transgénérationnel. Oui, 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 comme tu Chiron, dis, voilà. Hemingway, Oui. oui.
Non, vas-y, je t'ai coupé. Oui, blessure et résilience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme porte de sortie? Les portes de sortie d'un thème transgénérationnel, ça peut être bien sûr Uranus. Avec Uranus, on n'est pas dans le transgénérationnel, on est dans le nouveau. Et puis, Chiron en bon aspect à une planète, c'est l'aspect vraiment de résilience dont tu vas parler d'ailleurs dans ce livre. Oui, oui, non, Hein. mais même s'il est pas en bon aspect, hein, je pense que tout, Oui, même s'il n'est c'est pas en comme bon en aspect. astrologie, un mauvais aspect, une opposition Soleil-Saturne peut devenir extrêmement positive et Voilà. constructive. Si la Pour personne... sortir du Oui, maléfique et oui, bénéfique, oui. tout Hmm. dépend ce que l'on en fait, ça c'est évident. Et effectivement, le thème pour revenir à ce que tu me proposes, le thème Hemingway. d'Hemingway, on l'avait vu, mais à l'époque je ne l'avais pas vu avec Chiron, c'est toujours pareil. Hein, c'est une configuration qui aurait pu suffire, c'est-à-dire une conjonction Uranus-Saturne au fond du ciel, dans le moment des racines, opposé Pluton-Neptune au milieu du ciel, mais en conjonction du nœud sud. C'est là qu'on disait le nœud sud, Oui, oui, l'ancestralité, bien il y a sûr, des oui. choses, il y a la mort, il y a des choses très lourdes, il y a des choses qui n'ont pas été symbolisées. Et cette opposition 4-10 avec Uranus, Saturne, Pluton, Neptune, elle est déjà raide et en plus elle est double carré à Mars à l'ascendant. Donc là, on a effectivement un tableau très lourd et qui fait que quand on étudie évidemment sa vie, on va se rendre compte que déjà son père s'est suicidé d'une balle dans la Ah tête, ouais, c'est que ses clair. frères, ses sœurs se sont suicidés, que sa petite nièce s'est suicidée aussi, comme par hasard à certaines dates. Et c'est impressionnant. Et j'ai entendu dans une émission qu'effectivement, ce Mars-Saturne, cette grande dissonance Mars-Saturne qui est conjoint au nœud avec Pluton d'ailleurs, elle était liée à la bipolarité. À l'époque, on disait maniaco-dépressif, et donc dans les phases d'excitabilité qu'il pouvait avoir, le toréador, le viril, le chasseur de fauves, dans les périodes martiennes, après, il y avait les périodes plus dépressives. Donc là, c'est Up and évidemment down. un des premiers cas, et avec Uranus-Saturne, eh bien, il y avait Chiron. Et c'est là que l'on peut dire effectivement Chiron, moi je regarde la blessure, elle est familiale, Chiron en 4, c'est pour ça que les maisons, j'ai pas mal analysé Pluton, j'ai pris surtout les conjonctions pour que ce soit très clair, parce qu'une conjonction c'est fort, ou une opposition. Hein, je n'ai pas été dans les trigones, etc. Parce que bon, même quand il y a un bon aspect, il peut très bien se vivre toujours d'une manière particulière. Tout dépend toujours, et c'est pour toute interprétation, pour tout aspect astrologique, c'est pareil. Il faut voir les dominantes, il faut voir la personne. Est-ce que Ah c'est oui, un oui. thème fort? Est-ce que c'est un thème solide? Ou au contraire, est-ce qu'on a à voir affaire à quelqu'un qui est plus fragile, qui est plus vulnérable? Auquel cas, bien évidemment, le chiron très dissonant, ben, on se doute que ça va être plus difficile à vivre, à dépasser. Mais la maison dans laquelle est Chiron, justement, est une maison à problème, mais c'est aussi la maison qui pourrait être la résilience. C'est peut-être Oui, aussi tout à en fait. créant une propre famille, en faisant... Hum, enfin, hum. c'est le lieu de la blessure, mais en même temps de la guérison. Ouais. Alors, Martine, quel a été le déclic ou les raisons d'un ouvrage sur Chiron? Bah, ça faisait un petit moment que je le regardais de loin. Très, très rarement, il fallait qu'il soit angulaire, il fallait qu'il soit significatif, il fallait qu'il soit conjoint au soleil pour que je me dise, mais oui, mais c'est bien sûr, il joue. Mais c'est en fait un élève d'Agapé, il y a à peu près 3 ans de ça, qui faisait comment dire, son mémoire en 5e année Sur Chiron? Oui. et qui dit, je voudrais faire un mémoire sur Chiron et je voudrais que ce soit Martine qui soit mon maître de stage. Et je lui dis, ben, c'est bien gentil, Nicolas, il s'appelait Nicolas Morin, c'est bien gentil, Nicolas, mais moi, je ne suis pas du tout une spécialiste. Je vais donc devoir travailler. Et donc là, je m'y suis mis carrément pour être à la hauteur de l'élève qui faisait la démarche. Il y a effectivement eu ça. Et au moment où j'ai
comme quoi il y a des, comment dire, des synchronicités qui sont absolument étonnantes. Au moment où où il est venu à moi, c'était en fin d'année, il venait d'avoir son diplôme, c'était en juin, et pratiquement 2 mois après, j'avais lu le bouquin de Cyrulnik, pardon, Boris Cyrulnik. Cyrulnik. Demain, j'écrirai les soleils, ou Demain, j'écrirai, oui, 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 c'est un ça. truc de Demain, j'écrirai des soleils, et oui. qui a été vraiment une Bible parce que justement, il exprimait, il parlait de beaucoup de créatifs, dont des écrivains la plupart du temps, qui avaient vécu des drames absolument épouvantables et que ce drame a été un ressort qui leur a permis une certaine résilience en créant et en exorcisant quelque part leur problématique qui leur a permis justement de mieux vivre, de survivre et peut-être de réussir. Ouais, ouais, Et ce qu'il disait, et là je reconnais que c'est complètement vrai, et astrologiquement c'est très facile de dire quelles seront les personnes capables de résilience ou quels sont ceux qui auront plus de difficultés. Et effectivement, on va voir, parce que bon, j'ai pris énormément de thèmes, parce que bon, c'est ma manière à moi de vérifier. Mon côté vierge saturnien, il a besoin d'analyser 1, 2, 3, 4, et puis au bout de 50, on peut commencer à faire des statistiques, ouais, normalement. Et donc, j'ai commencé par le commencement, voyons voir la conjonction Chiron-Soleil, par exemple. ouais. Et Et puis là, j'ai eu 50 thèmes, et là, j'ai été abasourdie de voir alors, que, ouais, sur juste. 50 étaient significatifs, c'est pas Mm, compliqué. Pareil pour la mm, Lune, pareil pour Mercure, donc là, ça a commencé à mm. me donner envie de continuer. Ça m'a impressionné, j'avoue, que autant, ça m'a pas paru autant significatif pour la Lune noire, par exemple, où j'ai toujours, d'abord, le fait qu'il y ait une noire vraie, une noire, une lune noire vraie, une noire moyenne, ça m'a perturbée personnellement. Alors, quand je trouve les deux lunes noires ensemble, ça va. Quand elles sont séparées, j'ai tendance. Bon, ça m'a beaucoup moins parlé, peut-être parce que la lune noire est pas dominante chez moi, alors que Chiron est angulaire, il est lié à ma lune Saturne, donc il est forcément très important. Ouais, ouais. Donc, Et alors, on va avoir justement, des... Oui, vas-y. oui, j'avais envie de te demander en quoi l'étude de Chiron apporte-t-elle un éclairage important et différent dans la compréhension de la trajectoire du sujet? Tu allais y venir. Oui, c'est-à-dire, la seule différence que j'y verrais, c'est, pour reprendre exactement le thème des Mingway, où on n'avait pas utilisé Chiron jadis, me semble-t-il, enfin moi en tout cas dans mon esprit, il y avait déjà une problématique familiale. Qu'est-ce que ça va apporter de plus, Chiron, là-dedans? Ça va apporter quand même une blessure très forte, hein. Ça va apporter aussi une possibilité de voir quelle est l'origine, parce que bon, c'est vrai qu'il y a Uranus-Saturne en maison 4, on se doute que déjà familialement, c'était pas facile, mais il y avait aussi Pluton-Neptune au milieu du ciel, et il y avait aussi Mars à l'ascendant. La position de Chiron en maison va me donner le lieu où il y a c'est pas forcément une blessure, c'est quelquefois un manque, c'est quelquefois un sentiment oui, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être compris, de ne pas être entendu, ça dépend ce qu'il y a avec ceux qui iront. Mais c'est aussi un lieu où nous devons essayer de réparer et de construire. Voilà. Un chiron en 5, ça peut être, il y a des personnes qui en plus ont la lune avec, et du coup ils vont se dire, moi la maternité, les enfants, c'est vraiment pas mon truc, mais qui vont complètement dépasser ça en étant des puéricultrices, des enseignants, des institutrices, etc., qui vont sublimer cet aspect dans un domaine qui est le domaine de la maison 5 ou des créations, enfin, ou des créatifs, hein.
Oui, c'est là où Chiron est très intéressante. Et Martine, est-ce que tu t'es penchée sur le thème de la découverte de Chiron en Oui, 1977? oui, oui, bien sûr, comme dans toute découverte, mais alors là, ça m'a amusé. Ça m'a amusé vraiment parce que j'ai tracé le thème, effectivement, et j'ai fait un petit peu comme si c'était un client, enfin comme si c'était une personne à la naissance d'un événement. C'est des aspects qui sont importants. Or, dans le thème de Chiron, on a un ascendant Lion avec Saturne à l'ascendant, déjà qui va déjà donner le ton de l'abandon. Hein, André Barbeau disait Saturne angulaire, évidemment au fond du ciel, mais même à l'ascendant, même au milieu du ciel, même au descendant, c'est le complexe d'orphelin. C'est-à-dire le sentiment que on n'a pas été désiré, qu'on est venu au mauvais moment, d'être mal aimé, etc. Même si on n'est pas orphelin pour de vrai, psychologiquement, nous le ressentons de cette manière. Donc déjà, c'est un peu dans la mythologie de Chiron, c'est qu'il a été abandonné. On sait que sa mère le trouvait laid, un centaure, et que elle l'a abandonné. C'est amusant de voir que la Lune est en Capricorne au carré de Pluton, qui peut déjà donner aussi une image maternelle pas terriblement sympathique, plutôt rejetante, plutôt violente. Et on trouve un Uranus au fond du ciel en maison Oui. 3. Et c'est intéressant parce qu'on dit que, que, que Chiron est un peu un mi-point entre Saturne et Uranus, qu'effectivement Saturne c'est le passé, c'est ce qui a été l'abandon, la douleur, et Uranus c'est l'avenir, c'est ce vers quoi on peut aller avec la capacité à se remettre en question. Voilà. Et puis il y avait même une Vénus euh, conjoint Chiron en maison 2, la maison des dons, où il faut aussi découvrir nos dons personnels, Mhm. qui peuvent d'ailleurs Parce- exister avec Chiron, entre parenthèses. Chiron peut aussi faire partie des dons dans la résilience, et j'ai créé, j'ai trouvé ça qui sera pour moi mon salut, en quelque Mhm. sorte. Oui, c'est très important de bien souligner justement la trajectoire de Chiron qui se situe entre Saturne et Uranus, qui fait le passage entre le transgénérationnel et la résilience, aller au-delà de l'arbre généalogique. Et c'est en Et se cela tourner qu'il vers le est, futur, aller vers le voilà, et c'est futur. en cela qu'il est capital dans les thèmes transgénérationnels, Ouais. puisque est-ce que tu as la force pour te propulser d'un héritage ancestral douloureux à une nouvelle promesse, une autre direction. Hein. Et alors, tu abordes, Martine, la notion de résilience, c'est même le titre du livre. Y a-t-il toujours une possibilité de résilience avec Chiron? On aimerait bien, on aimerait bien, on le Oui. souhaite, on le souhaiterait. Mais hélas, 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 il y a il y a des fragilités de personnes. Hein. Il est évident qu'il y a il y a des planètes qui sont plus à même de se protéger. Hein. Même un Saturne, c'est jamais très facile d'être saturnien, mais ça donne une capacité à mettre à distance, à se protéger, à se barricader parfois, à s'enfermer aussi parfois, mais à progresser lentement mais sûrement. Et le Saturnien a cette capacité de travailler sur lui-même. C'est vrai que moi, je vois que les personnes qui viennent le plus et qui ont été le plus en analyse faire une thérapie, c'est des Saturniens. Ils vont pas dire c'est pas de ma faute, c'est mon père, c'est ma mère, moi j'y suis pour rien, c'est mon karma, etc. C'est un lunaire qui va dire c'est mon karma, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Le Saturnien, il sait qu'il y est pour quelque chose, il sait qu'il peut faire quelque chose et qu'il doit progresser par le travail. Donc, le Saturnien est peut-être plus armé pour progresser, l'Uranien aussi, parce que ça va un petit peu dans le même sens. Le Plutonien, il a Ah oui. cette force. Le Martien aussi, cette vitalité. Le solaire, qui est volontaire, qui a aussi une capacité à vouloir s'élever. Voilà, il y a des thèmes à force de caractère. Un Soleil fort, un Mars fort, un Pluton fort vous donne déjà la capacité à dire non. Je ne suis pas d'accord avec la situation et j'ai envie que ça change grâce à le travail, la volonté, l'énergie
Mars-Pluton, j'ai l'énergie pour me battre. Et puis, vous trouvez des lunaires fragiles qui restent petits, qui restent immatures, qui ne grandissent pas, qui attendent toujours qu'on les prenne par la main. Et là, ça va être plus difficile. C'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, j'avais pris les thèmes parce qu'ils étaient très proches. J'ai donné beaucoup ces thèmes d'ailleurs aux élèves d'Agapé parce que je trouvais ça que c'était intéressant. C'est le thème de Patrick Devers, de Ah Mike oui, oui. Brandt, et puis, comment il s'appelle? Sardou, Michel Sardou. Ils sont à quoi? 3 jours, à peu près, 3, 4 jours d'intervalle, avec une même grosse dissonance, où se trouve d'ailleurs Chiron, entre parenthèses, Soleil, conjoint Saturne, Mars. Il y a Soleil, Mars, non. Soleil, Mars en Verseau, opposé Saturne-Pluton. Donc une configuration avec Chiron, avec Soleil, Chiron, Mars, opposé Saturne-Pluton. Donc tout de Oh suite, là, ouais. on met le doigt sur... Déjà, Soleil, Saturne, Pluton, ça suffisait, vous me direz. Ça suffisait pour dire qu'il y a une fragilité, une relation au père qui n'est pas facile. Le Soleil, en plus, en Verseau, il est bien sympathique, mais il est quand même en exil. Donc il n'a pas la même volonté, la même force extérieure. Intérieur, oui, mais extérieur vital, pas forcément comme un soleil en lion. Et qui est, bon, on pourrait dire, un complexe de castration, une histoire au père. Est-ce que le père est trop dominateur ou est-ce qu'au contraire, il est lui-même? Combien de fois on trouve des soleils qui roulent, c'est les pères qui ont déjà été blessés. C'est les pères qui ont déjà Ça, eu. c'est Donc très là, important. on est dans la généalogie. Et si je prends par exemple Patrick Devers, il a une lune poisson à l'ascendant. Donc une énorme fragilité. Il a une blessure au père, un père qui n'était pas le sien, il l'apprend tard. Je crois qu'il a été incestué, un peu violé. En plus, enfin pas un peu violé. Donc c'est quelque chose qu'il a, qu'il a subi, qui a un traumatisme, et sa lune à l'ascendant n'a pas favorisé la résilience. Et puis on sait très bien que Mars-Saturne, ça a été le suicide. Mike Brandt, qui a eu 2 jours d'intervalle, pareil, il a le même soleil, la même problématique. Un père qui lui-même il était juif, il a vécu des choses très lourdes et lui, il ne s'est jamais sorti de cette problématique et lui-même s'est suicidé, alors que Sardou, il est le fils de Fernand Sardou, hein. Il a un père, il a une très bonne relation au père, il s'est opposé, il n'a pas fait le même, mais il a pu vivre sur un autre plan, son soleil Mars. Bon. Et selon les dominantes, ça va faire la différence entre, pour certains, Dieu le Père est fantastique, ou au contraire, c'est une difficulté, c'est un problème, et c'est pour les hommes, surtout avec Soleil-Mars, une problématique de castration et de virilité Ouais. déclinante. Est-ce que tu t'es intéressée, Martine, à Chiron au niveau collectif, au niveau mondial? Oui, je dirais enfin, un peu par hasard, mais non, c'est pas par hasard, c'est que quelquefois, il y a des configurations mondiales, hein, on va dire, si on prend par exemple la guerre de 14, on va dire 14-18, c'est Saturne-Pluton en, en Gémeaux. En Mais on va Gémeaux, oui. voir aussi qu'il y a Mars, il y a Chiron avec. Donc ça va appuyer quand même parce que c'est quelque chose qui a touché quand même une grande partie de l'humanité. Il y a eu beaucoup ça a aggravé, si l'on peut dire, cette conjonction Saturne-Pluton qui se renouvelle tous les 33-4 ans. Et quand il y a Chiron avec, ça va être beaucoup plus marquant, ça va être beaucoup plus fort, ça va être beaucoup plus problématique, beaucoup plus dépressif comme tableau, avec bah, deux planètes qui ne sont pas les plus rigolotes, si on peut dire. C'est amusant de voir aussi qu'en 68, par exemple, 68, c'est la conjonction Uranus-Pluton, la conjonction Uranus-Pluton Vierge avec Jupiter qui vient enfler les choses à un moment donné, et c'est avec Chiron. À un moment donné, c'est opposé Chiron. Donc c'est intéressant aussi de voir que là, il y a un phénomène plus fort
plus dans l'opposition aussi, dans le non aussi. Enfin bon, puis il y a d'autres configurations comme ça. Notamment, j'avais vu d'ailleurs les aspects plutôt à Saturne-Neptune, dans les aspects, je me demande si c'est pas récent d'ailleurs, je crois que récemment, il y avait Saturne-Neptune et Chiron. Non, c'était pas Chiron, excusez-moi, c'était les nœuds lunaires. Mais lorsqu'il y avait Saturne, Neptune et Chiron, on trouvait beaucoup d'épidémies, justement, c'est-à-dire les problèmes purement de santé. Oui, puis même actuellement, Martine, on a Ah oui, l'amas planétaire en Capricorne ah oui, opposé à Jupiter Cancer, carré à il Chiron paraît Chiron. Bélier. Ah oui, oui, oui. Et là, on Oui, peut dire que on est en train d'allumer le feu, là, hein. oui, oui. Oui, oui, oui. Puis il y a Conjonction il y a plein de Soleil-Mars, blessures qui reviennent, il y a plein bien sûr, bien sûr. de cicatrices. Oui, oui, non, c'est sûr que même si c'est des aspects ponctuels, ils sont quand même violents et très violents. Ouais. Oui, oui, il y a des Et là aussi, rancunes c'est qui vont se... intéressant de voir un petit peu comme les cycles d'ailleurs, hein. Vous êtes né en 47 avec la conjonction Saturne-Pluton, en 83, elle se renouvelle, elle s'est renouvelée en 2020 là, avec Jupiter en plus en Capricorne. Donc quand se renouvelle cette conjonction, c'est pas des transits, c'est un cycle et ça ramène ça rejoue en quelque sorte le scénario où était cette conjonction à la naissance. Vous aviez Saturne-Pluton en deux, par exemple. Quand il y a Saturne-Pluton dans le ciel, ça vous rejoue un peu de la maison 2 ou de la maîtrise de Saturne et Pluton. Et ça, c'est intéressant. Et bien de même, si vous avez un Pluton qui rompt, c'est pas, j'ai pas tendance à regarder ce genre de choses euh, sauf quand ça se renouvelle. J'ai dit ça parce que c'est générationnel. Chiron, il va rester plusieurs années dans un signe. Donc, il n'est pas aussi caractéristique, Chiron en signe, que lorsqu'il est que la maison. en maison. En maison, ça vous appartient à vous. Tout le monde n'a pas Chiron dans la maison. Tandis que vous êtes né en 50, comme Marie-Noël qui est née à 2 jours nous sommes à 2 jours d'écart. D'où un parcours tellement similaire que c'en est impressionnant. Et le même Chiron, bien Et évidemment. oui, elle était quand même pas nièce d'André Barbeau ni d'Armand Barbeau. Donc elle est venue, elle est venue par des chemins détournés, mais elle a fait psycho comme j'ai fait psycho. Et je me suis inscrite comment dire, en grapho, mais j'ai pas pu être reçue parce que je trouvais pas le temps que je trouve mon diplôme de bac, c'était trop tard. Et du coup, j'ai fait numérologie à la place. Voilà. Donc, Ouais. donc il y a effectivement la génération 50, ou même 51 et peut-être 49, à Chiron en aspect de Saturne. Un Chiron Ah carré oui, Saturne. oui. Donc c'est pas très, je veux dire, Chiron faut pas reste dire j'ai longtemps Chiron. en C'est aspect comme à quand ça. on dit j'ai un carré Uranus-Saturne, mon Dieu, quelle horreur, si c'est pas angulaire. Si c'est pas lié à un soleil, à un mètre d'ascendant, c'est pas important. Donc là aussi, Chiron, c'est pas parce que j'ai écrit un ouvrage sur Chiron que je fais une fixation dessus, mais je fais une fixation lorsqu'il est dominant. C'est-à-dire, Bien s'il sûr. est Oui, oui. dans un signe, même dans une maison sans aucun aspect majeur, je l'ignore carrément. Je ne vais pas dire, ah, tiens, Chiron, parce que, bon. Mais s'il est lié à un luminaire, un mètre d'ascendant, s'il est angulaire, là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant et significatif. Et peut-être pour terminer, chère Martine, aurais-tu un ou plusieurs exemples qui t'ont interpellé? Un ou plusieurs exemples à nous Oh ben, donner. je crois que comme j'en ai fait une centaine, ils m'ont tous interpellé. Mais non, il y a un Alors, aspect, il y a un veuillez aspect. couper vos micros. Ça vient de chez toi, Martine, non? Non, non, c'est pas moi. Non, Ah non. oui, Non, bon, il y a comment dire, un personnage qui est tout à fait prenant, c'est Amélie Nothomb, par exemple. Non, si, l'aspect qui m'a paru le plus vraiment significatif, attendez, je vais couper les micros, oui. couper le son. Quelqu'un, justement, si on parle de Brigitte Bardot qui a disparu récemment, je trouve que c'est un tableau extrêmement parlant d'une conjonction Lune-Chiron angulaire en fin de maison 6
conjoint au descendant, et donc qui est opposé à l'ascendant, une lune en Gémeaux, chez quelqu'un qui est extrêmement mercurien, parce que son maître d'ascendant s'identifie à Mercure, il y a une conjonction Jupiter-Mercure, donc un côté très mercurien, un côté lune angulaire, on voit tout de suite qu'elle s'appelle bébé, comme son nom l'indique, et que la lune, c'est la peine de l'enfance, que Mercure, c'est la peine de l'adolescence, et que cette enfance adolescente est restée extrêmement longtemps en elle, et que pour elle, avoir un enfant, c'était absolument pas possible, hein. C'est elle a fait plusieurs avortements, elle le raconte dans Initial bébé, et puis au dernier, le médecin dit non, non, il faut absolument emmener au bout, parce que si on fait un avortement, là, c'est votre vie qui est en danger, donc... elle l'a fait malgré elle. Quand elle en parle, elle dit c'était pire qu'une tumeur à l'intérieur de moi. Quand elle en parle, c'est absolument effrayant. Et que non seulement c'est terrifiant quand il est à l'intérieur, mais qu'en plus il allait sortir et que ça allait être encore pire. Donc, quand on dit ce genre de choses, on voit bien que la maternité, c'est quand même pas son problème. Et qu'elle disait, moi j'avais besoin d'être protégée, moi j'avais besoin des hommes, moi j'avais besoin de soutien. Un peu la petite lune, la petite lunaire quelque part, hein. Même si elle a un côté Uranus-Pluton qui donnait quand même son côté un petit peu à part et transgressif et qui dit ce qu'elle pense. Mais ce que je trouvais intéressant, et ça c'est très intéressant, pour moi c'est toujours la preuve. La preuve, c'est aussi la prévision, c'est-à-dire le cycle de Chiron, 50 ans, hein, il est extrêmement significatif Ah oui, capital. quand vous avez vraiment une blessure. Mais alors, et Brigitte Bardot, 50 ans, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la Lune est en maison 6, c'est intéressant parce que c'est les petits animaux. Eh bien, à 50 ans, elle va faire sa fondation pour les animaux. Elle va défendre les bébés phoques, qui sont des bébés, et elle va devenir la mère universelle de tous les animaux. Bon, des aspects comme ça, il y en a plein avec le cycle de Chiron qui répare. Là, c'est une réparation, et on va dire que ça a été sa résilience, véritablement. Chiron en 6, résilience par l'amour des animaux. Pourquoi pas? Et puis, il y en a Super juste bien. un truc Ouais. pour terminer, parce que je viens de le voir, j'avais oublié, parce que c'est Claire qui me l'avait donné, Claire qui a une lune qui rompt et qui est donc prise par ses enfants, Par ses enfants, ben oui. et qui s'appelle Cheryl Sandberg, et qui était une femme qui a vécu, alors elle a une lune conjoint Chiron, opposé Uranus, Jupiter, Pluton. Et, euh, et elle a vécu un veuvage terrible avec deux enfants. Il a fallu qu'elle réapprenne tout et elle est devenue dirigeante d'une entreprise mondiale. Et elle a écrit un ouvrage que je trouve très joli pour quand on a une lune Chiron, opposée Uranus-Pluton quand même, hein, c'est pas une petite lune. Et son ouvrage, c'est Option B, surmonter l'adversité, être résilient, retrouver l'aptitude au bonheur. Donc, elle parlait elle-même de résilience et en étant justement, en incarnant une lune qui, elle, pas seulement a souffert d'un drame et d'un veuvage, lune Pluton, mais de quelqu'un qui va apporter aux autres, qui va soigner. On va trouver ça chez Ménie Grégoire, qui a aussi, malgré son histoire maternelle, qui à l'époque conseillait tout le monde qui avait des problèmes. Donc, c'est aussi une manière de solutionner sa problématique maternelle en s'occupant des autres. Disons. Bon, ben, un grand merci, Martine, pour cet aperçu de ton prochain livre. Est-ce que ça suscite des questionnements parmi vous? Est-ce que vous auriez envie de poser des questions à Martine? Merci beaucoup, très intéressant, mais profitons de la présence que nous sommes entre nous pour poser des questions. Pas de questions? Catherine, pourra non? trou- on pourra trouver le livre au congrès. Oui, oui, au congrès, oui, 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 là, il est dans les dernières relectures. Moi, j'avais fini en avril, mais Claire a rajouté, et puis elle a beaucoup, beaucoup de travail avec les enfants et ceci, cela. Donc, je crois qu'il doit lui rester une dizaine de pages. Voilà. Mais en Voilà. sachant que de toute façon, vous aurez la possibilité de les commander, je ferai un lien.
Il y a un lien déjà, je répète, sur le site pour commander le livre de Marie-Noël, pour commander le livre de Samuel. Et Martine, dès que tu auras le lien Oui, j'ai un pour lien commander, aussi on fera. sur mon site, hein. J'ai un lien sur tous Voilà, les ouvrages que j'ai faits. Ils voilà. ont été réédités puisque l'éditeur que j'avais jadis était frileux pour l'astrologie, est devenu frileux. Et donc, j'ai réédité des ouvrages. Ce qui est très bien. Ce Ils qui est sont très bien. chez Lulu. Lulu, voilà. Oui. Ils sont chez lulu.com, mais on fera un lien pour que les personnes qui viennent sur le site puissent aussi avoir la possibilité de commander tes livres. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, peut-être que si vous posez des questions, ben, vous aurez les réponses en achetant les livres de Marie-Noël et de Martine. Tout simplement, là, ça fait très publicitaire. Bon, vous verrez combien Chiron est passionnant. Et maintenant, place à Samuel. Où est l'ami Sam? Il est là, Samuel? Oui, je suis là. Ah, j'ai eu peur. Tout à coup, je me suis dit, ça y est, J'ai il y a une écouté avec déconnexion. passion tout ce qui a été dit, évidemment. Ah, voilà. Bon, Samuel, merci d'être là. Tu as publié des ouvrages sur la route illuminée. Je dis des ouvrages puisqu'il y a 3 tomes. Et sur la route illuminée, itinéraire d'un astrologue en quête de sens. Et tu retraces en fait l'histoire de ton cheminement en tant qu'astrologue humaniste et en tant qu'homme à la recherche de l'étoile. Est-ce que tu pourrais nous en... Dans ce livre, tu témoignes de ton vécu, sans doute pour inciter ceux qui liront ton livre à s'ouvrir à leur chemin. Peux-tu nous préciser ce qui t'a amené à écrire ce livre? Alors, oui, disons que c'est l'histoire de ma vie. Il y a 3 tomes hein, qui Oui, représentent 3 phases de mon vécu. Et on m'a souvent demandé, compte tenu de mon itinéraire, que je partage avec mes élèves dans mon école d'astrologie, parce que à chaque fois que j'aborde un thème, un sujet, je partage comment moi je l'ai vécu à travers mes expériences de vie. Et au bout du compte, mes élèves me disaient, mais pourquoi tu racontes pas tout ça? C'est passionnant, tout ça. Je dis, mais qui c'est que ça va intéresser? Ouais. Et en fait, bon, c'est une histoire personnelle, mais en fait, c'est ma fille qui m'a oui, c'est ta incité. fille. Ouais, c'est ma fille qui m'a incité à me mettre à l'ouvrage, et ma femme, donc Mira. Elle m'a dit, si, si, il faut que tu t'y mettes, tout ça. Bon. Mais ma fille, je lui ai dit, bah, je vais te raconter mon histoire, et c'est aussi pour elle que je l'ai fait principalement. Après, évidemment, comme c'est un livre qui est publié, ça touche d'autres personnes et qui m'envoient des choses intéressantes, effectivement. Et donc, sur la route illuminée, je l'ai appelé comme ça parce que c'est un chapitre d'un livre de Rudyard, évidemment, qui est mon maître, Oui, oui. hein, qui est triptyque astrologique. Hein. Il y a un des triptyques s'appelle Sur la route illuminée. Hein. Et donc, voilà, c'est à partir de là que j'ai trouvé ce titre qui me semblait en résonance avec mon itinéraire. Voilà. Et tu parles effectivement beaucoup de l'humanisme. Est-ce que tu pourrais définir, et tu en parles très bien dans le livre, est-ce que tu peux définir ce qu'est l'esprit humaniste, le chemin d'un humaniste? Alors, c'est évident que j'ai abordé mon histoire, non pas uniquement en racontant des événements, parce que bon, il y a des événements, mais à chaque fois, je l'ai mis en lumière, j'ai mis Voilà, ces c'est ça que événements je en veux dire. lumière en fonction de ma quête intérieure, depuis la naissance, et à montrer qu'il y a un fil rouge, inconscient évidemment au départ, qui m'a amené jusqu'à devenir astrologue au bout du compte, après avoir un parcours universitaire très important, mais qui me convenait pas du tout, puisque quand j'étais aux dernières phases de mon parcours universitaire, j'étais en doctorat de sciences politiques, quand j'ai tout laissé tomber, hein, après avoir fait Sciences Po, après avoir fait droit, journalisme, enfin un tas de choses. J'ai découvert l'astrologie à travers un écrivain d'ailleurs. Donc c'est en ça que cet écrivain a été pour moi un révélateur. C'est un écrivain américain qui s'appelle Henry Miller. Ah Hein, oui, Henri Miller, oui. Henry Miller. Oui, tu en Que parles beaucoup dans le livre. bah, c'est lui qui m'a incité à aller voir l'astrologie. Moi, je suis formaté en quelque sorte, bien que extérieurement, alors qu'intérieurement, je ne l'étais pas.
mais j'en avais pas conscience. J'étais formaté par le milieu universitaire dont je suis issu, hein, et donc, Henri Miller, qui n'était pas du tout un universitaire, hein, racontait sa vie et comment sa vie était en dehors des normes pour l'époque, évidemment, puisqu'il est né à la fin du siècle, du 19e siècle, hein, à peu près l'époque de Rudyard, d'ailleurs, dont il était ami. Miller et Rudyard étaient amis. Et donc, en lisant Miller, je me suis dit, voilà, ce type-là, il a osé vivre sa vie à l'encontre de tous les conditionnements socioculturels que, bah, dans lesquels il s'était trouvé, comme tout le monde au départ. Et donc, j'ai lu tout son œuvre, j'ai abandonné Sciences Po, j'étais dans une chambre de bonne rue de Rennes à Paris, et je suis parti en pèlerinage sur tous les lieux, parce que Miller a vécu à Paris pendant un certain temps, et je suis allé en pèlerinage dans tous les lieux où il a été. Et comme il parlait d'astrologie, entre autres, je suis allé voir ce qu'était l'astrologie. Donc, il parlait non seulement d'astrologie, mais il parlait de spiritualité. C'est à travers lui que j'ai connu Krishnamurti, que j'ai connu le bouddhisme, que j'ai connu, enfin tout quoi. Donc voilà, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc j'ai tout abandonné, mon côté socioculturel, pour entrer dans ma vraie vie à moi, pas celle que mes parents ou ma famille ou la société attendaient de moi. Faire une grande carrière. J'ai fait le concours de l'École nationale d'administration, tout ça. Donc, quand j'ai dit que j'arrêtais tout, voilà, imaginez euh, le, le- le- comment mes La parents ont réaction, reçu oui. ça, la réaction de mes parents. Voilà, je raconte tout ça à ma fille. Et donc, et à partir de là, j'ai commencé à étudier l'astrologie, d'abord par rapport à moi-même, par moi-même plus exactement, à travers mon premier maître d'astrologie qui est pour la plupart des astrologues de mon époque, c'était dans les années 70, André Barbeau, qui était, quand je le rencontrais, je l'appelais maître, André, je l'appelais maître, il me dit, mais arrête de m'appeler maître, comme ça. Oui, parce que Tu l'as rencontré souvent, André Barbeau? je l'ai rencontré dans des congrès déjà, Oui. et une fois, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, ou je sais plus, un peu plus, hein, André a demandé à mon ami Fabrice Pasco qu'on se rencontre. Et donc, on s'est rencontrés chez Fabrice Pasco, et donc on a eu une conversation à bâton rompu, parce qu'il me disait, oui, j'aime bien Rudyard, c'est un chic type, il me disait, mais c'est une astrologie spiritualiste, il me dit. Hein. Alors, je lui dis, tu sais, André, moi j'ai commencé l'astrologie avec toi. Hein. À l'époque, on disait vous, avec vous. Et puis, je, euh, et puis toute l'astrologie qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait pas d'astrologie, entre guillemets, spiritualiste. Ce qui me désespérait, parce que moi, j'avais commencé une démarche dans le yoga, je faisais une analyse en même temps jungienne, donc j'étais à fond dans Jung et dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et tout ça. Et donc, il m'a dit, oui, mais euh, je lui ai dit, en fait, mon premier maître d'astrologie, en dehors de vous, de toi, comme je lui disais, c'était Jacques Berton. Ah oui, Hein. Jacques Bertrand, oui. Voilà, j'étais en direct à Levallois-Perret. Je faisais des boulots à mi-temps, du coup, malgré tous mes diplômes que j'avais, je faisais des boulots à mi-temps pour pouvoir le reste du temps me consacrer à l'astrologie et à toutes mes recherches spirituelles. Et donc Berton m'a donné vraiment les bases de ce qu'on pourrait appeler l'astrologie traditionnelle. Donc j'ai une base d'astrologie traditionnelle très importante, puisqu'avec ça, j'ai lu tous les livres de Volguine, même d'Hadès, d'Antares, de Gouchon, enfin peut-être des noms qui disent plus rien à personne de nos jours, comme Gouchon par Oui, c'est exemple. vrai. Je dis, bon, bah, faut pas pousser le Gouchon trop loin quand même, mais, mais, j'ai toujours à portée de main le dictionnaire astrologique de Gouchon, parce que il- même si je suis pas dans cette optique-là, au bout du compte, eh bien, ça m'inspire toujours, comme les livres d'André ou comme d'autres livres, je les ai toujours à portée de main. Bon, et voilà, donc
Si on revient à ton livre, dans ton livre, ce qui est je raconte tout intéressant, ça, oui. oui, oui, c'est important. Et dans ton livre, tu as fait vraiment une synthèse entre l'hindouisme et le bouddhisme. Peux-tu nous préciser la spécificité de ces deux approches et surtout le lien avec l'astrologie? Alors, Que ça, là, c'est le quand lien, même bien voilà, singulier. voilà, le lien avec l'astrologie s'est fait progressivement aussi, cette connexion entre l'astrologie et ma quête spirituelle avec l'hindouisme, le bouddhisme, d'abord avec Germaine Ollet, hein, Ah oui, oui. qui était quand même, qui a été ma mère spirituelle, si on peut dire. Germaine Ollet, avec qui j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années et dont j'étais l'assistant, hein. Et donc, c'est elle qui m'a permis de faire la connexion entre, même si elle n'était pas à proprement parler dans cette approche de l'hindouisme, du bouddhisme et tout ça, mais elle était ouverte à tout ça, hein, et à cette dimension transpersonnelle, on va dire. Et donc, à partir de là, le but des enseignements de yoga, du bouddhisme, et j'ai fait un séjour en Inde, j'ai vécu en Inde pendant un certain temps, où j'ai été initié au Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda, donc qui a écrit l'autobiographie d'un yogi, dont j'ai suivi les enseignements dans cette lignée-là aussi. Donc tout ça, c'est à la base de mon astrologie. Et donc le but, c'est de transcender ce qu'on appelle la personnalité, ce que Graf Durkheim appelle l'être existentiel, avec toutes ces problématiques qu'on peut voir en psychologie, tout ça, et que j'étudie moi sous l'angle des psychologies transpersonnelles de Jung, d'Abraham Maslow, de Viktor Frankl, hein, de gens comme ça, de Carl Rogers, enfin tous ces gens-là, quoi, qui sont aussi dans ces approches-là de ce qu'on fait. Et le but de la vie, c'est, disons, alors je vais le dire sous l'angle du bouddhisme, par exemple, c'est retrouver l'état de Bouddha, c'est-à-dire retrouver en nous cette partie de l'être essentiel, comme l'appelle Durkheim, hein, qui transcende l'être existentiel et le but de la vie, quelles que soient les problématiques qu'on peut avoir, c'est de refaire cette connexion entre la personnalité ou l'ego ou l'être existentiel, pour reprendre ces différents termes, et l'être essentiel, cette partie de nous qu'on appelle l'Atman en sanskrit, hein, qui est l'âme et qui est le moteur de toute notre vie, le moteur caché, hein. Et dans tout ce que je décris dans mon itinéraire, dans les deux tomes, là je suis en train de travailler sur le troisième tome, hein, c'est comment cette aspiration profonde s'est manifestée à travers tout ce que j'ai vécu. Et je donne des références astrologiques, bien sûr. Je rentre pas dans les détails techniques de l'astrologie parce que c'est un livre qui est d'abord destiné à ma fille, qui fait pas d'astrologie, peut-être pour l'instant, on ne sait pas, hein, mais qu'elle puisse comprendre qu'avec l'astrologie, on peut comprendre le sens d'une vie, avec l'astrologie humaniste et transpersonnelle, hein. Rudyard, d'ailleurs, parlait de un petit livre de Rudyard qui n'est pas traduit en français, mais je crois que Alexandra Lack l'a traduit, je crois, hein, qui s'appelle De l'astrologie humaniste à l'astrologie transpersonnelle, un petit livre de Rudyard. Le but de l'astrologie humaniste, c'est de permettre à la personnalité d'être intégrée, comme dit Jung, hein, et l'astrologie transpersonnelle, c'est ne plus regarder son petit nombril, mais mettre son moi existentiel au service du grand tout, hein, au service du grand tout. Alex Ruperti, il disait du grand tout, il disait, hein, voilà. Et donc ça, c'est le but de mon témoignage, mais aussi le travail que je fais dans les consultations, évidemment. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, tu vois. Oui. Tu as eu le privilège d'être en contact avec Rudyard et Oui, celui de traduire quand même les livres de Rudyard, puisque s'ils n'avaient pas été traduits, enfin, je veux dire, ils n'auraient pas eu l'influence qu'ils ont eue en Europe. Et peux-tu nous parler un peu de la relation que tu as eue avec Rudyard? voilà. Alors, bon, si Germaine Ollet était ma mère spirituelle, mon Rudyard, c'était mon ami spirituel. Ah, c'était mon père spirituel, mais c'était un ami aussi, parce que voilà, c'est Germaine Ollet qui m'a dit, avec votre approche de la vie, avec tout ce que vous faites avec le yoga, le bouddhisme et tout ça,
eh bien, je connais quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Et elle m'a donné des livres de Rudyard en anglais, puisqu'il n'était pas traduit à l'époque. Donc j'ai lu ces livres-là, et ça a été une nouvelle révélation. La première révélation, ça a été Barbeau. La deuxième, ça a été Barbeau et Berton. La deuxième, ça a été Germaine Hollet et Charles Vougat. Et la troisième, ça a été Rudyard, Et il y a la l'aboutissement. photo de Rudyard juste derrière toi. Ah oui, il y a une photo de Rudyard, il est toujours près de moi. Hein, il m'a dit, quand je serai plus là, je serai près de toi. Donc, voilà, il y a sa photo. Puis il y a la photo Yogananda aussi, là derrière. Voilà. Et donc, j'ai écrit à Rudyard, il m'a répondu, on a commencé une correspondance à la fin des années 70. Et puis un jour, je me suis rendu compte que Rudyard avait 80 et quelques années à l'époque. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Et puis Germaine, elle m'a dit, mais il faut que vous alliez voir votre maître, tant qu'il est encore vivant. Donc, je suis allé aux États-Unis, j'ai tout plaqué à nouveau, comme je l'ai fait pour mes voyages en Inde. Je suis allé aux États-Unis et donc je suis resté presque 2 ans auprès de Rudyard, quoi. Hein, donc, j'ai loué une maison pas loin de chez lui et donc tous les matins, j'allais travailler avec lui surtout sur les problèmes de traduction. Alors, on parlait en français avec Rudyard. Hein. C'est bien, vous savez que Rudyard est français d'origine. Hein. Oui, oui. Donc, quand on s'est vu la première fois, ben, on a commencé à parler en anglais et très, très vite, on s'est mis à parler en français. Et puis il m'a dit, tu vois, le fait que tu viennes à la fin de ma vie, comme un Français vienne à la fin de ma vie, me permet de boucler ma vie à moi, quoi. Hein. Hein, puisque, donc voilà. Et donc, j'ai traduit des livres de Rudyard, notamment des livres de psychologie, justement. Hein, j'ai traduit principalement Approche astrologique des complexes C'est psychologiques, complexe, ouais. psychologie. Oui. Aussi Astrologie et psyché moderne. Et j'ai collaboré à d'autres traductions par l'intermédiaire d'Alex Ruperti, de Marie-Ève Cavaignac, et voilà. Mm. Ouais. Et il y a dans ton livre autre chose qui a suscité mon attention, enfin, que j'ai trouvé intéressant. Il y a dans ton livre le témoignage d'un astrologue en lien avec le monde astrologique, des premiers congrès d'astrologie à nos jours. Tu relates les premiers congrès, tu relates ta relation avec l'espace bleu, un Oui, lieu important du monde astrologique parisien. Peut-être les que personnes Martine a connu aussi. Hein. que Martine a bien, bien connu, et que les personnes qui sont là n'ont pas connu l'espace bleu, mais c'était une sacrée période, un sacré moment du monde astrologique. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, peux-tu nous parler un petit peu de ces différentes étapes? Alors, Tu en parles beaucoup dans ton livre et c'est oui, assez je parle beaucoup intéressant parce que parce ça que fait partie de mon itinéraire. Donc, voilà, voilà, oui, Yves est un historien du monde astrologique et puis oui. toi aussi, tu parles, tu retraces l'histoire du monde astrologique dans tes livres, Voilà, tel que je l'ai vécu, évidemment. tel que Hein, tu donc, l'as vécu, oui. c'est toujours Bon, là, subjectif. là, il y a l'espace bleu, c'est un moment important parce que c'est Evelyne Faure, Evelyne Faure, oui. avec qui je suis toujours en contact, qui est une amie très proche, hein, qui était venue me voir. Je venais de rentrer des États-Unis à ce moment-là. Elle est venue me voir. Elle m'a écouté dans une conférence que j'avais faite je crois que c'était sur Rudyard. Sur C'était, Rudyard, oui, oui, c'était au Rose-Croix, tu sais, dans l'amphithéâtre des Rose-Croix. Hein, oui, oui, oui. ouais, ouais. Et donc, elle m'avait entendu parler, puis elle est venue me voir, elle m'a dit, je crée une école, enfin un lieu qui est à la fois une librairie et tout, et est-ce que tu voudrais pas venir enseigner dans le cadre de cette école? Alors, comme je rentrais des États-Unis, que je commençais à redémarrer en France, ben, j'ai dit, bien sûr, ça m'intéresse. Donc, pendant les 15 années de l'Espace Bleu, j'ai enseigné à l'Espace Bleu. Et Martine, tu te rappelles des dimanches Oh, fabuleux. Les dimanches, il y fabuleux, avait hein? deux Ouais, dimanches entiers dans l'année où ouais, Evelyne avait l'art de faire venir une personne souvent connue. Hein. Je me disais, ouais. mais comment elle fait pour trouver des gens célèbres comme ça, qui étaient dans l'assistance. Il y avait le public qui écoutait, et puis il y avait
l'astrologue humaniste, l'astrologue sidéraliste, l'astrologue karmique, l'astrologue psychologique, l'astrologue humaniste, c'était Voilà, Samuel. Et chacun faisait une interprétation et à la fin, c'était génial ça. Et à la fin de la journée, la personne venait sur la scène, puis elle disait, waouh, c'est fabuleux. Elle était souvent impressionnée parce que chacun prenait une partie selon son prisme. voilà. Ouais. Voilà, et je trouvais ça super. Je trouve que Ouais, ouais, il y c'est avait, quelque chose qu'il faudrait renouveler C'est parce que des choses ah à oui, renouveler, c'est c'est des Martine. quelque choses à chose à renouveler. renouveler. Et la personne, on ne la connaissait pas Ah pendant non, bah tout le non, week-end, sinon enfin ça n'a tout le aucun dimanche. intérêt. Elle se dévoilait à la fin et elle Ouais. disait chacun, dans son école, dans son approche, a dit quelque chose de moi qui est juste. Oui. Hein, Oui, tu oui, te rappelles? chacun, on ne dit pas forcément la même chose, mais on va focaliser en fonction Voilà, du point. et trouver, c'était ça qui était extraordinaire aussi. Alors, il y Mhm. avait Joël de Gravelaine, il y avait Oui. Catherine Aubier, Yves Lenoble, euh, et bon, j'en oublie quelques-uns, Non, hein, mais les fidèles, Martine. c'était Joël et Catherine Aubier, toi et moi. Ouais, Ah ouais. Des fois, il y avait oui, Solange de oui. Mayenel, mais elle venait rarement parce qu'elle n'aimait Elle pas venait trop. rarement, ouais, Elle n'aimait ouais, pas trop. ouais. Oui. Donc voilà, et puis j'ai participé évidemment à différents congrès Ah, bien évidemment, d'astrologie, bien sûr. Oui. forcément, surtout avec Yves, hein, c'est les congrès d'Yves Lenoble. Au début, c'était avec Jacques Albron, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jacques Albron. Oh, oui. Oui, Enfin, on s'en ça, je sais que... souvient. Ouais, On ne peut que s'en souvenir. alors, ça, c'est toute une histoire de l'astrologie. Je ne suis pas rentré dans les polémiques qui sont, qui Ah ont eu ouais. lieu autour de ce personnage, mais au début, effectivement, il avait fait des congrès. Je me rappelle d'un congrès qui avait eu lieu au FIAP, hein, euh, où j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui allait devenir un ami très proche, un astrologue qui s'appelait Robert Changeux. Hein, Ah oui, euh, oui, oui. et qui m'a mis en contact avec Jean et Jean, Janine Assens. Jean et Janine Assas. Oui, il était pas. Il y a eu Jean et Janine Assas, ça c'était à part, mais il m'a mis en contact avec Carteret, Jean Ah oui, oui, Ah Carteret, oui, oui, oui. oui, ouais, oui. ouais, qui était un Un philosophe, sacré personnage. un sacré personnage, Un iconoclaste. Ah un oui. iconoclaste. Et pourtant, il était de la même promotion que Jean-Paul Sartre, hein, et, et de l'art. Il était agrégé de philosophie, tout ça. Hein, et je me rappelle qu'il venait manger chez moi à rue Beaurepaire, à Paris, avec Changeux. Il venait une fois par semaine manger, et puis tout ça. Et on enregistrait les conversations qu'on a fait, qu'on avait autour du repas, hein, sur l'astrologie, la spiritualité, tout ça. Et malheureusement, j'ai pu retrouver ces cassettes, quoi. C'était des cassettes. Mais voilà, il y a eu changé. Donc, Et c'est amusant parce que celui dont tu viens de parler, là, j'ai oublié son nom, juste. Enjeu. Non, non, Carteret. Carteret. Carteret, excuse-moi. C'est la génération. Il était à 3 ou 4 jours d'intervalle de mon oncle Armand Barbeau. Ah oui, oui, Et oui. ils étaient de cette génération où il y a Gouchon, Sant'Agustin, etc., qui est la conjonction Pluton-Neptune C'est ça. opposé Uranus. Et il avait ça sur l'angle, sur l'angle ascendant-descendant. Ouais, ouais, ouais. C'est un grand spécialiste de la Lune noire, Jean Carteret. Oui, c'est par lui Et que de je suis Neptune venu, aussi. c'est par lui que je suis venu à l'interprétation de la Lune noire, Mm. hein, par Carteret et par. Alors, il avait deux disciples en dehors de Changeux. Il y avait Joël de Mm. Gravelaine et puis Jacqueline. Jacqueline Aimé. Mm. Jacqueline Aimé, hein, qui a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle La Lune Noire, ce Ce lieu vertige interdit. d'absolu, non? Ouais, voilà. Et elle faisait la distinction entre deux lunes noires, comme Carteret le proposait, Mm. entre la lune noire corrigée et la lune noire moyenne. Mm. Mm. Hein. Et du coup, Carteret expliquait que la lune noire moyenne, la lune noire corrigée, c'était, alors moi je l'ai interprété à ma manière, c'est la lune noire existentielle, et la lune noire moyenne, c'est la lune noire essentielle. Hein. Mais le jour où on a découvert la Lune noire vraie, tout ça s'est malheureusement un tout petit peu effondré Alors là, ou ça m'a relativisé. Oui, C'est ça s'est fini. relativisé, mais je mets les trois dans les thèmes. Je regarde ce qui se passe, je mets les trois. Et en fait, chacune a un sens. Ah oui, oui, je Ouais, pense. Oui. ouais. Bon, Chacune a peut-être, un sens. mais ça fait du monde, pour Ça fait dire. beaucoup de monde. Ça fait du Et monde d'un Je con. mets Chiron aussi, bien sûr. Je suis très intéressé par ce que tu as dit de Chiron. Alors, je ne sais pas ce que tu peux penser, Martine, parce que j'ai Chiron conjoint au nœud sud en Scorpion.
hein. Donc il Ah ben, est, c'est toujours intéressant, ouais, justement, quand Chiron est conjoint au nœud sud, j'en parle un peu dans les j'en conjonctions parle, anglais ouais, ouais. aussi, parce qu'effectivement, là, on peut dire, y aurait-il pas déjà eu des ancêtres Ouais, guérisseurs voilà, ou, le bon, côté chironien, comme on dit, ben, Ouais, chironiens, ouais, ouais, ouais. absolument. Oui, oui, Ouais, il y a ouais. une hérédité me parle chironienne. énormément, me parle énormément, et Il y a ça, je le une- mets systématiquement. D'ailleurs, le degré sabian de la découverte de Chiron est très parlant, Ah oui, enfin, de la position de Chiron, oui, hein, Et alors, c'est et quel degré, Samuel? alors, ce que j'ai comme, ouais, moi, je l'ai à 3 degrés et quelques du taureau. oui, Hein. oui. Et donc, on regarde le quatrième degré. Et quand j'ai fait mes premières conférences sur Chiron en tant que passeur, hein, bon, la résilience, bien sûr, mais en tant que passeur entre le visible, Saturne, et l'invisible, Uranus, Neptune, Ouais, Pluton. ouais. Hein. Hein. Et donc, j'étais étonné dans les années. Il a été découvert dans 77, tu l'as dit tout à l'heure. 77, oui. Ouais. Et le quatrième degré donc du taureau, c'est le pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Ah oui, je l'avais vu ça, oui, Ouais. oui. Et Ouais, Rudyard ouais. dit, ce sont les richesses que procure la réunion des natures célestes et terrestres. Ah, je trouve ça génial quand même. C'est Le Parce que exactement passage ça. entre terrestre, Saturne et C'est Uranus, oui. exactement, ouais, oui. Saturne et Uranus, quoi. C'est le Ouais, résumé. Ouais. Ouais. Et il dit que c'est la communion impliquant une transmutation de la matière. Donc, les symboles sabiens, Joël me disait toujours, je t'aime bien Samuel, mais les symboles sabiens, ça me passe par-dessus, elle me disait. Ben, elle prenait Ah, les symboles d'Hirschler. ah Ouais, bah Les c'était pire, degrés l'homme des symboliques, elle les Tuileries, là. prenait tout le temps. Hein. C'était ouais, pas les ouais, mêmes degrés. ouais, c'est pas, bon, Ils moi, étaient beaucoup plus sombres et beaucoup plus C'était très beaucoup plus complexes. sombre, hein, sombre. Ben, j'ai travaillé avec ces symboles-là avant de découvrir les symboles sabiens. Au Oui, oui, départ, oui. euh, avec ben, Jean Duz, hein. Euh, Oui, il y avait aussi ces degrés. Oui, oui, il y oui. avait les degrés de Jean Duz, ouais, Oui, enfin, un c'est c'est du gros bouquin. Ouais, gros bouquin, c'est vieux tout ça, ouais. mais enfin bon, je sais pas si ça ouais. intéresserait les jeunes encore. Pourtant, Non. il faut aller voir, il y a Ben, des c'est pépites. démodé parce que quand on lit, Ah on oui, a oui, l'impression qu'on est dans une autre époque, là. ouais, mais il y Ouais. a des pépites d'or partout. Oui, ah, sûrement, Ouais, sûrement, sûrement. dans tout. Donc voilà, et puis les congrès, ben, j'en ai fait un certain nombre. Je suis intervenu jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à à peu près, ouais, au début des années 90, j'ai moins participé au congrès épisodiquement par rapport à Et, voilà. Et avant. après, tu es Ouais, revenu à Stours tous ouais, les ans. voilà. Mais pourquoi? Parce que en 95, j'ai créé ma propre Ton école. école, bien sûr, Ouais, oui, le Crète, oui. le Crète, oui. Et donc, ça m'a pris beaucoup, 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 et j'avais plus le temps d'aller à droite, à gauche, faire des séminaires et tout. Et donc, les séminaires se faisaient et se font toujours dans le cadre de mon école. Voilà. Et le troisième tome que tu es en train d'écrire, tu évoqueras quoi Alors, particulièrement? le troisième tome, alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans chaque tome, il y a une femme aussi. Bah, forcément, avec le nœud sud en Isabelle. scorpion, hein, le nœud sud en scorpion en maison 8, conjoint à Chiron, hein, les femmes ont joué un rôle très important et jouent un rôle très important dans ma vie. Donc, à chaque fois, j'ai été marié 3 fois. Hein, le premier tome apparaît ma première femme. Dans le deuxième tome apparaît ma deuxième femme. Et dans le troisième tome, c'est tout ce que je fais avec ma troisième femme depuis 25 ans maintenant. Quand même, là, je tenu bon. Hein, et c'est pas près de s'arrêter, a priori. Hein. Et donc là, ça va être tout le travail. C'est pour ça que je l'ai appelé accomplissement. C'est le fruit de toutes ces expériences de vie. Le premier tome, on peut dire, c'est les années de formation, comment je suis devenu astrologue. Le deuxième tome, c'est comment l'astrologue s'est impliqué dans la vie sociale, dans la vie culturelle et tout ça. Et le troisième tome, donc, accomplissement, disons, c'est peut-être un grand mot, mais c'est l'aboutissement de tout mon travail avec mon école, avec maintenant, bien sûr, avec mon épouse, Mira, hein, qui est artiste peintre, que vous connaissez peut-être, hein, et avec laquelle on a créé et on crée toujours des coffrets qui sont publiés, soit chez Michel Jonas, des oracles, hein, chez Michel Jonas, le chanteur, qui est aussi éditeur, qui est aussi un ami. Hein, on a publié le Tarot de l'Ange Liberté, hein, d'après un poème de Victor Hugo qui s'appelle L'Ange Liberté. Et puis, on a publié aussi chez Michel Jonas
l'Oracle de l'Égypte secrète, qui est sorti l'année dernière. Et puis on a publié chez Très Daniel d'autres coffrets, mais qui reprennent vraiment, donc à travers les arcanes, ce sont les reproductions des peintures de Mira, et les textes sont, c'est moi qui les ai écrits, évidemment, ça s'appelle la consultation, et là je m'inspire évidemment de mon expérience de consultation en astrologie, évidemment. Hein. Oui, les Mais tableaux de Mira sont magnifiques. voilà, donc là, je dirais que toutes les femmes que j'ai connues m'ont apporté quelque chose, elles m'ont enrichi, elles m'ont permis de grandir, de me transformer, même quand c'était dans des difficultés, hein, parce que les deux premiers mariages se sont terminés avec des transits de Pluton, donc, mais sont terminés difficilement, douloureusement, mais à chaque fois, ça m'a apporté quelque chose d'essentiel et d'important. Et là, dans cette troisième étape, c'est plutôt une forme disons, de sérénité, hein, dans la relation, d'accomplissement, même s'il nous arrive de nous prendre le nez, hein, ça ne veut pas dire que tout est, tout est plus beau dans le meilleur des mondes, mais on a quand même cette complicité spirituelle, hein, qui fait que le travail que nous faisons en commun, donc ça c'est l'objet du troisième tome, où Ouais. j'aborderai toujours en racontant ma fille, toujours en reliant avec des aspects astrologiques, en expliquant que voilà, à tel moment, sans rentrer dans des détails trop techniques, là encore, pour pas que ceux qui ne font pas d'astrologie soient perdus, hein, mais en racontant, par exemple, j'utilise beaucoup le cycle de la lunaison progressée. Oui, ça c'est très important. Oui. Ouais, dans le cycle de la lunaison progressée, le cycle de 30 ans, hein, à chaque phase du cycle, on peut mettre dans chaque phase les transits, les progressions secondaires qu'on utilise, qui ont lieu à ce moment-là. Et on peut comprendre le sens de ce qu'une personne est en train de vivre à cette étape de sa vie, aussi en fonction du cycle de la lunaison progressée. Quelqu'un qui arrive en Oui. consultation avec une nouvelle lune progressée, c'est pas pareil que quelqu'un qui arrive avec une pleine lune ou une phase balsamique, enfin les différentes phases. Donc on interprétera les transits, les progressions en fonction de la phase du cycle de la lunaison dans laquelle se trouve la personne. Hein, par exemple, une personne qui a, je sais pas, un transit d'Uranus sur le Soleil alors qu'elle est en nouvelle lune, ça va pas avoir tout à fait la même signification d'une personne qui a Uranus conjoint le Soleil en phase de pleine lune. Oui, c'est Parce ça. que, Ouais, voilà, bon. Mais ouais. Oui, tu en parles dans ton livre, tu parles effectivement des cycles de la lunaison qui te concernent. voilà, Et ça en ce donne qui me un concerne, éclairage voilà, singulier. Oui. je donne un éclairage, mais le but étant, à travers ces expériences de vie, tous ces témoignages que je peux faire, ça c'est la forme extérieure, hein, mais c'est la quête intérieure. Le témoignage, c'est comment puis-je me relier le mieux possible, et c'est ce que j'essaye de traduire de mes expériences, le mieux possible entre mon être existentiel avec sa part d'ombre, ses difficultés, tout ça, et mon moi supérieur, mon soi, comme dirait Jung, hein, mon être essentiel, quoi. Et comment, quand on se connecte à ce moi essentiel par des techniques telles que la méditation, dans le yoga et tout ça, ou dans le bouddhisme, j'ai pris refuge aussi dans le bouddhisme avec quelqu'un qui nous est cher, hein, Lama Gendun Rinpoche. La Magadon Rinpoché, oui. Ouais. Hein, et donc, je le raconte aussi, hein. Donc, je suis initié dans différentes spiritualités qui toutes se retrouvent dans l'essence, si vous voulez. Hein, je suis initié en tant que chrétien, je suis initié en tant que juif, je suis initié en tant que hindou, puisque je suis entré dans l'hindouisme, hein, et je suis initié en tant que bouddhiste, où j'ai un nom, hein, de bouddhiste, hein, qui veut dire l'océan de discernement. Et je suis initié dans le soufisme aussi. Donc, bon, peut-être certains y verront une forme de syncrétisme, tout ça, hein, ou de dispersion, mais pour moi, il y a une ligne de conduite. Il y a une ligne rouge Voilà, que l'on retrouve bien dans ton livre. que je, que Voilà. je, que je dégage dans les Oui, différents. oui, oui. Alors, avez-vous des questions à poser à notre ami Samuel? Ça serait bien que ça soit un peu interactif quand même. Pas d'interactivité ce soir? Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est aussi que ce que j'ai écrit, outre pour ma fille, bien sûr, mais pour ceux qui me liront,
c'est de les inciter en quelque sorte, comme Henri Miller l'a fait pour moi finalement, hein, et d'autres auteurs, parce que je suis un grand lecteur de littérature et de poésie, ce qui m'a sauvé la vie dans mon enfance et dans mon adolescence, hein, et bien, d'inciter les lecteurs, les lectrices à faire la même chose avec leur propre vie. D'ailleurs, Oui, oui, oui. ouais, dans ma formation en astrologie, dans mon école, les personnes qui viennent travaillent sur leur thème et racontent leur histoire. Et puis, en fonction des étapes de leur vie où elles sont, elles vont. Hein, Michel a connu ça, hein, aussi. Hein, c'est en fonction des étapes de leur vie, on peut voir où elles en sont. Elles témoignent dans leur vécu, à travers l'astrologie, de cette. Ah, tout d'un coup, on a une petite coupure. Voilà. Bon. Avez-vous quand même des questions? Ça serait bien qu'il y ait un petit. Avez-vous des questions à poser à Marie-Noël, à Martine, Ariane, non? Moi, je voulais juste faire une petite observation concernant Samuel. Je trouve ça intéressant puisque moi, j'ai beaucoup lu aussi Henri Miller quand j'étais jeune. Mhm. Et il a fait un triptyque. Donc là, il est en train de préparer le troisième tome. Et Miller a fait aussi Sexus, Nexus. Nexus. Tout à fait. Oui, il trouvait qu'il y a quelque chose. Et quand il a parlé de son nœud sud, je ne sais pas où il est passé, En Scorpion. nœud sud Scorpion. en Scorpion, j'ai pensé aussi à Sexus d'Henri Miller. Ah Voilà. ben moi aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'il se retrouve avec un nœud nord en taureau, Oui, avec en fin de vie pacifié dans sa relation au féminin profond, ah bah, complètement. comme il en a témoigné. Voilà, dans la simplicité, la fécondation de quelque chose qui arrive Ouais, à... ouais. Et la fécondité Oui, oui, d'une oui, tout à œuvre. fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois livres singuliers? Marie-Noël qui est allée vraiment dans un questionnement profond sur les ressorts cachés de la consultation. Martine qui vous a parlé de Chiron et Samuel, itinéraire d'un astrologue. Est-ce que ça Donc, vous a intéressé? je Oui? trouve que ce serait intéressant de faire, je ne sais pas ce qu'en pense notre public attentionné, c'est de faire une après-midi, une journée sur justement la consultation, parce que je trouve que Alors, Revoilà il y a Samuel. d'énormes désolé, choses à dire, il y a des échanges à faire, et il y a matière à échanger, à voir ce que les Bien uns sûr, et quand... les autres, comment Oui, ils procèdent, comment, voilà, je sais pas, parce que ça concerne tout le monde. L'étude des thèmes, c'est après faire une consultation, comment procéder, comment s'y prendre. C'est amusant dans l'équipe d'Agapé, chacun avait sa technique pour démarrer. C'était premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça m'amusait. Il y en avait qui étaient eh complètement bien, bon. Donc, Joël, par exemple, elle dit, moi, elle démarrait toujours parce qu'effectivement, à l'Espace Bleu, Evelyne Faure était venue me voir pour que je fasse des cours à deux. J'étais impressionnée parce que moi, j'étais un peu débutante. Joël, c'était déjà la grande dame. Et nous faisions des cours ensemble. Et moi, qui suis quand même structurée, qui est quand même un ordre, j'étais mais complètement déstabilisée avec Joël parce qu'elle commençait directement avec la lune noire. Elle commençait directement, alors même si la lune noire n'était pas importante, bon, elle, c'était son truc. chacun Et, son dada, oui. et elle faisait les degrés symboliques, non pas Sabian, mais de Ischler. Mais en plus, elle avait une manière de le décaler pour que ça colle, pour que ça colle avec. Alors, moi, moi, je trouvais que c'était pas rigolo. Pourtant, elle était Capricorne et elle avait Saturne à l'ascendant, mais hmm, ça manquait quelque peu. Mais Mais c'est ça, non, parce qu'elle interprétait un thème, elle voyait. Des fois, c'était parce qu'elle avait un petit horoscope ou une petite analyse, pas un horoscope, dans une revue qui était cinéma, le cinéma, je sais pas quoi. Et donc, elle interviewait des metteurs en scène, des acteurs ou des chanteurs, et puis elle faisait le thème. Donc après, elle disait, on va en parler à l'Espace Bleu, mais elle avait vu la personne et elle faisait le thème. Puis après, moi, je... Alors, ce qui était très amusant, c'est elle commençait toujours à parler. Et moi, j'embrayais, je faisais.
Et, je voyais les gens au début, ils étaient morts de rire parce que je reprenais, je remettais en ordre, quoi. Parce que j'avais l'impression que c'était très intéressant, mais alors c'était décousu et dans le désordre. Alors moi je reprenais. Donc en résumé, il y a telle chose, telle chose. Alors il y en a qui disent c'est bien en résumé, mais je crois qu'elle n'avait pas parlé de ça. Donc Ouais. c'était des approches, on pourrait dire complémentaires, voilà, avec des sensibilités différentes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, de faire une journée sur l'interprétation d'un thème avec le karmiste, le conditionnaliste, voilà, et l'astropsycho et comment dire, humaniste, et voir ce que l'on en tire avec une personne qu'on tire au hasard, hein, que personne ne sait. Ça pourrait être enrichissant pour tout le monde, Ça pour peut être nous, très nous enrichissant et professionnels, voilà. déjà, pour nos professionnels, mais aussi pour le public, je trouve. Je sais pas ce C'est que vous bien. en pensez. Ouais, je trouve ça, Personnellement, moi, j'en pense du bien. Et toi, Geneviève, tu disais? oui, je disais que ce que dit Martine, je suis tout à fait d'accord. Je trouverais ça très intéressant que vous puissiez mettre ça, le faire vivre, ce serait très très bien. Et vous dire que cette soirée est formidable, que euh, tous les livres dont vous avez parlé et que vous avez écrits m'intéressent. Et voilà. Et merci pour tout ce que vous avez fait ce soir. Voilà, je Ah, voulais bah, le dire. merci, C'est Geneviève. gentil. Merci Merci, merci. infiniment. Et Catherine, Voilà. ça t'a intéressé aussi? Il n'y a pas le micro, Catherine. Ah, tu Ah, l'as tu Non, l'as non, refermé. il est encore bloqué, ton micro. Voilà. Ça m'a passionnée, absolument. Ah, mais tant mieux, parce Ouais. qu'il y a un côté décontracté dans la présentation des livres. Enfin, il y a un ouais. côté Oui, 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 oui. décontracté. Et surtout, ben, il y a des livres méconnus. Par exemple, la prochaine fois, j'ai déjà une petite idée de qui viendra présenter des livres. Mais il y a des livres passionnants qui sommeillent, peut-être parce qu'on ne leur a pas donné une Oui, même possibilité des de... ouvrages qui sont sortis et qu'on ne connaît Bien pas. sûr, bien Ça sûr. peut être intéressant, bien sûr. Ouais. Oui. Voilà, Tu sais, Un alors, grand ça donne Christine, envie. Je dis ça donne envie, hein. On a envie de se nourrir de tout ça, hein. Mm, C'est, j'ai vraiment apprécié la soirée, hein. Et mm, les ah, trois ben, intervenants, super. oui, trois intervenants différents mm. On a envie de lire les livres parce que des fois, on ne sait pas, on n'ose pas. Mais là, ça donne envie justement de les lire, hein, tout simplement. oui, oui, ben c'est Et- pour ça qu'on oui. reprendra à source l'habitude de la petite librairie, quoi. Mm, mm, Et mm. et ça, on peut même reprendre des livres qui sont déjà parus, mais qui n'ont peut-être pas eu l'audience. Par exemple, il y a, comment il s'appelle, euh, Éric Berru qui a publié un livre sur la Lune noire. Ça pourrait être intéressant de l'entendre. Il y a des parutions de livres encore en ce moment, hein. Oui, oui. Et puis les Il y a une échanges. de mes élèves qui a publié, qui est en train de publier quelque chose sur l'astéroïde Psyché. Pourquoi pas lui donner la possibilité, voilà, la prochaine fois, il y aura peut-être Éric Berru, sans doute l'astéroïde Psyché et une autre personne. Voilà, voilà, il faudra qu'on soit prévenu quand le livre de Martine sera Oui, sorti. bah oui. Voilà, c'est en effet passionnant cette approche d'interprétation diversifiée. Merci pour les sources de nourriture intellectuelle et psychologique. Il faut aussi reprendre le livre de Martine et Catherine, La mémoire ancestrale. Ben, si vous voulez, Mm, mm, mm. la mémoire ancestrale revisitée, parce que je peux vous dire que je ne reste pas sans rien faire, même si en ce moment je ne donne pas beaucoup de conférences pour des raisons d'ordre personnel, mais je travaille en ce moment sur Mauvigné. Vous voyez, le dernier Ah oui. livre, La maison vide, oh là 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 Oh là, là là, oui, qu'il est. extraordinaire, Ouais, ouais. extraordinaire. Je suis au milieu. Ce Je livre, suis au milieu. comment? J'en suis au milieu. T'en es au Moi, milieu. Catherine, Oui, oui, il faut. Moi, j'ai fini t'en as et tellement parlé. surtout le livre de Mauvigné, Ah mais ben, quand on est vous dans le avez le projet thème narrationnel, là, astrologique, hein. Ah oui.
le thème astrologique est parlant et dans le livre qui fait 800 pages, Oui, ça y il est. faut lire page après page parce qu'il donne des dates de mariage, de décès, etc. Mais lisez le livre, lisez quand il parle, par exemple, d'une chose incroyable qui est la guerre de 14. Vous allez me dire, je vous parle de 39-40, mais Mauvigné parlant le 14 août, c'était un samedi, proclamation de la guerre, arrêt de toutes les activités dans le monde où il était, le monde s'arrête. Les hommes s'en vont, la vie s'arrête. Imaginez ce que ça peut être pour toutes les familles de France. Et Ouais. là, dans une vingtaine de pages de Mauvigné, vous entendez le côté fracassant de ce que peut être la guerre. Vous entendez le côté fracassant de ce que peuvent être les mariages de raison. Vous entendez le côté fracassant de ce que peut être le deuil dans une famille. Voilà, enfin bon, c'était Et puis ma minute ce que j'ai trouvé intéressant aussi pour revenir à, à- à l'ouvrage de la mémoire ancestrale où tu parlais du projet sens, quand on voit que le grand-père Firmin projetait, il avait déjà imaginé pour son fils aîné Absolument. que ce serait le curé, etc., que Ah pour oui, son oui, oui. deuxième, et Alors, qu'il a oui, déjà un programme avant même que l'enfant soit absolument. né. Ouais. Alors, petite publicité pour, enfin bon, pour Mauvigné. Voilà, mais restons sur nos trois intervenants. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Martine, Marie-Noël, Martine et Samuel parlent de lieux différents et c'est de trois lieux passionnants, singuliers, intéressants. Vous ne trouvez pas? Hein, si vous voulez vraiment approfondir les ressorts cachés de la consultation, savoir mais qu'est-ce qui se passe dans la notion de transfert et contre-transfert, vous voyez, toutes ces choses si importantes qui se passent dans une consultation astrologique et que souvent on omet d'interpréter, de comprendre, eh bien, lisez le livre de Marie-Noël, qui est le livre d'une psychologue, psychologue et astrologue, et qui a vraiment compris de l'intérieur les ressorts cachés de la consultation. Si vous voulez comprendre Chiron, eh bien, euh, allez voir le livre de Martine parce que vous aurez beaucoup d'exemples qui seront extrêmement signifiants. Vous voyez, ça ne sera pas un livre de théorie parce qu'il y en a eu des tonnes, mais là, c'est au risque de l'interprétation. Et ça, c'est toujours intéressant. Ça fait bailler Christian, mais c'est intéressant quand même. Et le livre de Samuel, bah, vous avez l'authenticité d'un homme qui se met au risque de lui-même en interprétant chaque moment de sa vie sous l'angle de l'homme humaniste qu'il est, quoi, où chaque épreuve devient la preuve devient la preuve de l'existence de quelque chose de supérieur. Est-ce que je te trahis pas en disant ça, quoi? Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Voilà, et c'est trois livres absolument différents et qui sont tout à fait indispensables. Les ressorts cachés de la consultation, c'est capital pour ceux qui pratiquent la Tout à fait. consultation. Parce que souvent, on ne, vous voyez, vous commencez la consultation, mais savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux, entre le consultant et le consulté. C'est important d'avoir des éléments de réflexion. Et quant à Chiron, bah écoutez, Chiron, c'est capital. Et là encore, publicité gratuite pour le transgénérationnel. Euh, on est bien obligé. Je veux dire, Chiron, c'est la porte entre Saturne et Uranus, comme Martine l'a dit, comme d'autres l'ont dit aussi. Et donc, c'est vraiment le passage du poids du transgénérationnel pour la libération vers la singularité de nous-mêmes. Et je répète, le livre de Samuel, c'est vraiment une vie euh, qui est en adéquation avec une conviction intérieure, quoi, avec la foi. Vous voyez, voilà, j'espère que je ne trahis pas, Marie-Noël, je ne trahis pas ton livre. Ah, mais ton micro est Oui. fermé. Il reste
toujours fermé, Marie-Noël. Voilà, oui, oui, ça y est. Non, bah, tu ne trahis pas du tout. Tu exprimes bien ce qu'il veut transmettre. Merci, Catherine. Voilà, et Martine, quelque chose d'autre à dire? Oh non, 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 il n'y a plus. Non, non, l'essentiel est dit. Donc, histoire à suivre. Histoire à suivre, Ok. et Samuel? Ben voilà, je crois que j'ai dit, il y a les 2 tomes qui vont témoigner les 2 premiers Voilà, tomes. Mm. voilà. Et puis peut-être aurons-nous le plaisir de nous voir lors du congrès, hein, qui a lieu le 7 mars. Beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits, je pense. Mm. Voilà. Alors, ce que je vous dis, ce que nous avons remarqué, le groupe d'astrologues que nous sommes, c'est la disproportion, le nombre des personnes inscrites en distanciel. Vous voyez, voilà. Bon. Ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Ça a été un bonheur de pouvoir entendre mes chers amis astrologues parler de leurs livres. C'était encore une merveilleuse soirée avec 3 intervenants de qualité. Merci beaucoup à vous 3 et bien évidemment à Catherine. Ben, merci. Merci beaucoup pour cette belle soirée. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on peut applaudir nos 3 conférenciers, si vous voulez. Hein, on peut. Oui, Ah, moi, je suis merci. pour les vieilles méthodes, que ça fasse du bruit, mais je crois que Bravo, bravo les la, trois. la Merci. nouvelle méthode, c'est Bravo, vous les. avez tous les trois été Merci. super. Vraiment. Voilà, Merci. Elisabeth, hein. Ouais, vraiment, Merci. vraiment. On va acheter C'était vos Merci. bouquins. c'était très agréable. Alors, où est-ce que vous trouvez les mains, là? C'est sympathique. C'est vrai. Allez, au revoir. Allez, au revoir à tous. Au Et alors, revoir. au revoir. Et alors, Merci on se beaucoup, revoit la bonsoir. prochaine Au fois. revoir, Alors, au revoir tout le monde. Daniel, Au c'est revoir, carrément Catherine. une volée. Allez, au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. On Au se revoir. voit À au bientôt. prochain Beaucoup, au jeudi revoir. source avec grand, grand plaisir.